Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette tribune. Vous le savez, il y a 63 ans, le Bénin a cédé à son indépendance. Notre pays, le Bénin, est donc allé à son accession à la souveraineté nationale et internationale. Et ça fait que durant ces 63 ans, nous avons connu des piétinements, nous avons connu de bons moments également. Des politiques gouvernementales ont été mises en place pour pouvoir quand même contenter un peu les Béninois. 63 ans après, quel bilan nous pouvons en faire? 63 ans après, que pense la jeunesse béninoise? Surtout les cadres béninois. Et justement, nous avons invité pour vous l'un des jeunes qui est bien connu et il fait partie quand même de la fierté béninoise aujourd'hui. Il s'agit du docteur Delors Fatan, qui a répondu favorablement à notre invitation. Docteur Delors Fatan, bonjour. Bonjour Monsieur Ronwi, c'est un plaisir d'être dans vos studios pour la première fois. Tout à fait. Et je me sens honoré de cette invitation. Merci beaucoup et nous sommes très honorés également. Déjà, je vais vous laisser le soin quand même de vous présenter à nos amis téléspectateurs. Me présenter, ce n'est pas aussi compliqué. Je suis simplement docteur Delors Fatan, je suis enseignant-chercheur, expert en communication politique, je suis acteur politique et aujourd'hui membre du Bloc républicain. Voilà, 63 ans, on parle quand même du 63e anniversaire de notre pays à l'indépendance et vous n'avez pas encore 63 ans, vous avez entendu parler de l'histoire de ce pays, le monstre à 3 têtes, un certain nombre de choses. En combien de périodes vous pouvez quand même délimiter ces 63 ans? Vous savez, l'histoire politique du Bénin a connu beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont scandé, je dirais, les 63 dernières années de notre pays. Selon moi, je divise ces 63 ans en 3 grandes périodes. Il y a la période qui a précédé la révolution de 60 à 72, où on a connu une turbulence politique, où le Bénin était tellement instable. De 72 à 90, on a connu une stabilité, mais dirigée de maître par un régime dictatorial. Mais depuis 90, on est rentré dans un système démocratique qui a aussi connu ses hauts et ses bas. Et on peut dire que depuis 2016 ou probablement 2021, on a été rentré dans une nouvelle dynamique. Mais de manière structurelle, on peut dire que le Bénin vient de franchir 3 étapes. On est en train de rentrer dans la 4e étape. Parce que les choses changent. Ce qu'on a connu entre 60 et 72, je dirais une démocratie pagailleuse. Parce que il y avait... Est-ce que vous n'êtes pas dur? Non, c'est pas dur. C'était scandé par des coups d'État. Où il y avait des humeurs, des acteurs politiques qui a animé la vie politique. Parce que on fait coup d'État, les 3 acteurs se retrouvent à faire un gouvernement de monstre à 3 têtes, ils se retrouvent 2 contre 1, 1 contre 2. Ça a été vraiment de la pagaille autour de la première. Bon, on pourrait quand même dire que on apprenait à être autonome parce que on a eu quand même l'indépendance, on n'a toujours pas les atouts en ce moment-là, donc on apprenait quand même. C'était une marche qu'on apprenait. C'était une marche, mais elle était quand même trop scandée par des événements traumatisants pour le peuple béninois. Ça veut dire que cette période que j'ai qualifiée de démocratie pagailleuse se déplace à une dictature féroce, marquée par le système marxiste communiste, qui a non seulement stabilisé le pays, donné un nouveau cap idéologique et sociopolitique, mais a aussi été un régime sous coup duquel le Bénin a connu les situations les plus difficiles sur le plan des droits de l'homme et consorts. Mais depuis 90, on est rentré dans une démocratie libérale, où on a trop ouvert l'espace, où l'espace n'a pas été assez régulé. On a cru que, après avoir connu ces 2 périodes précédentes, il est quand même temps d'avoir une liberté qui s'apparentait à du libertisme. Parce que on avait quand même tendance à aller trop. Et on ne savait plus les limites qu'il fallait donner à cette démocratie. Parce qu'au-delà de tout, la démocratie doit être scandée, doit être contrôlée par le patriotisme et le sens élevé du devoir civique. Mais on a senti que le patriotisme et le devoir civique ont déserté le forum durant les 30 années qu'on a connues de 90 à 2021. Et sans qu'on ne se rende compte,
progressivement, on rentre dans une nouvelle phase. Est-ce que cela n'est pas dû en réalité à ce que nous avons balayé du revers de la main les points positifs ou les changements positifs lors de la Révolution, par exemple, parce que en 1972, ce qui était l'une des valeurs, c'était bien évidemment le patriotisme. Ce n'est pas une question qui est liée à 72. Il ne faut pas faire l'analyse aussi facilement. C'est un comportement d'effacement de l'histoire que nous avons entretenu depuis toujours. C'est un comportement que le colonisateur a instauré, auquel nous avons donné écho. Quand le colonisateur est venu, c'est la table rase. Il n'y avait rien de notre histoire. On n'existe pas. On a même inventé de l'histoire, où notre histoire serait liée à l'histoire des Gaulois. On a rasé l'histoire. Et ceux qui ont été formés à l'école du Blanc, les premiers dirigeants politiques que nous avons connus, ils ont été tellement moulés qu'ils ont continué. Chaque fois que quelqu'un vient, on efface l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'effacement de l'histoire, de la mémoire. Ça veut dire que ceux qui sont venus en 60, ceux qui sont venus en 46, ont cru qu'il n'y a jamais eu une existence politique avant eux, et que c'est eux qui allaient commencer par créer l'histoire politique du Bénin, sur la base de ce que le colon a écrit. Oui. Quand ils sont venus, et qu'ils sont pris le pouvoir en 60, eux aussi n'ont plus voulu se raccorder à tout ce qui a existé avant l'indépendance. Ils ont voulu créer une nouvelle histoire. Et quand les gens de 72 sont venus, les militaires sont venus, 72 sont venus avec son équipe de jeunes militaires, eux aussi ils ont cru qu'il n'y a eu jamais rien avant eux, que l'histoire commençait avec eux. Ils ont effacé l'histoire, la mémoire. D'ailleurs, ils ont effacé non seulement l'histoire, mais aussi les hommes. Ils les ont écartés complètement. Les trois monstres dont on parlait, Migan, Akweti et Aromadigbe, Migan, Sur-Migan, Maga et Aromadigbe, on les a effacés de la mémoire collective et de l'espace politique. Et on se rappelle de cette phrase quand même d'un de ces trois que vous citez qui dit « N'enterrer, il ne faut pas nous enterrer vivants ». Ça c'est 90, oui, c'est la conférence qui nous dit ça. Et quand, en 90, ceux qui sont venus à la conférence, ils ont aussi effacé l'histoire de 72. Et progressivement, vous verrez que tous les régimes qu'ils ont succédé depuis 90 effacent la mémoire. Quand Soglo est venu, c'est comme si le Bénin allait commencer par se bâtir à travers lui. D'ailleurs, le logo de son parti disait il fallait construire les murs de la République comme s'il n'y avait jamais de République, comme il y avait jamais de murs. Et il est parti. Quand il est parti, quand quelqu'un est venu, on a aussi rasé tout ce que Soglo a fait. Et quand Yaïboni est venu, c'est la refondation, le changement et consort. Et c'est comme si l'histoire du Bénin allait commencer par Yaïboni. Et on était là. Quand Patrice Talon est venu en 2016, c'est la rupture. Et une rupture, c'est aussi changement. Un autre renouvellement. Et tous ceux qui ont accompagné Patrice Talon en 2016 ont cru que le Bénin allait commencer par eux. Et si on ne prend pas garde, celui qui venait après Patrice Talon dira aussi qu'il n'y a jamais eu rien et que le Bénin allait commencer par lui. C'est un comportement social, politique, qui est un héritage de la colonisation et qu'on n'a jamais assez analysé pour faire rupture. Pourtant, on connaît quand même cet adage qui dit que l'administration, l'État est une continuité. Ce n'est pas que l'administration. Quand on voit l'administration, c'est trop simpliste et trop banal. Il faut voir que la société est une continuité. L'administration, c'est une invention moderne. Celle que nous connaissons comme administration aujourd'hui, mais la société est une continuité. Et aucune société ne peut se perpétuer dans le temps si elle ne s'enracine dans l'histoire. Mais cette tendance à effacer l'histoire est le plus grand drame que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que moi je combats de la plus grande manière avec toute mon énergie. On ne peut pas continuer à renier notre passé et à vouloir créer un avenir. Il n'y a pas d'avenir sans le passé. Il n'y a que le passé qui sert de socle à la construction de l'avenir. Je suis d'accord qu'il faut purifier le passé, qu'il faut y déceler les lacunes ou bien les tares pour les corriger. Mais on ne peut pas effacer le passé parce que le passé est seulement le repère qu'il nous faut pour construire l'avenir. Et c'est le challenge que moi je lance à tous les acteurs politiques, et jeunes comme anciens comme moi, nous avons l'obligation de conserver l'histoire et de savoir que nous ne ferons rien de meilleur à ceux qui nous ont passé. Nous allons seulement essayer de parfaire ce qu'ils ont fait de mal. On ne peut pas faire mieux que si nous effaçons leur histoire, parce qu'il n'y a que leur histoire qui nous sert de repérant. D'ailleurs, on aura beau effacer l'histoire, on ne va pas effacer les hommes. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur de Lofaton. Il y a quand même quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est que vous êtes jeune. Est-ce que la jeunesse était au cœur de ces différentes périodes que vous aviez évoquées tout à l'heure? Est-ce que la jeunesse était au cœur des actions durant ces périodes? Si vous le savez bien, en 1946, Souroumia Akweti avait autour de 33 ans.
C'était eux qui étaient les premiers députés à l'Assemblée française. En 60, il y avait les Insou, Émile Delin, les Insou et consorts, ils tournaient autour de 35 ans, 40 ans. Théodore avait 33 ans, 63 quand il était nommé secrétaire du gouvernement et à l'information. Et quand Soglo, c'est autour de 23 ans qu'il a été nommé en 63, 67 comme ça, comme 64 comme ministre des Finances de son oncle, Christophe Soglo. Et en 72, Soglo, Kéréko et sa génération avaient autour de 39 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que les premiers mouvements qui ont été les mouvements politiques qui ont permis de créer la République du Bénin, qui ont permis de poser les socles, ont été faits par des jeunes, des gens de moins de 40 ans, pratiquement. Et quand on voit ce qui s'est passé, on dira que la jeunesse était toujours au cœur. Les grands bouleversements ont été faits par la jeunesse. Mais il s'est fait que progressivement, la jeunesse est devenue une jeunesse ouvrière et une jeunesse, je dirais, de service et non de pouvoir. Parce que hier, la jeunesse travaillait et contrôlait automatiquement le pouvoir. Mais aujourd'hui, la jeunesse est devenue ouvrière et les gens les exploitent. Et vous allez voir, en 90, ceux qui étaient au cœur des mouvements, c'est les étudiants. Ceux qui ont amené la révolution à céder, c'était les étudiants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On leur a volé progressivement, on l'a volé pratiquement parce que c'était les anciens qui sont à l'extérieur, qui sont revenus dans le pays, qui avaient déjà pratiquement tous autour de la cinquantaine. Les Amoussou, les Rumbedi et les Soglo, cinquantaine, ils ont volé à cette jeunesse leur lutte, parce que c'était les Awama Thérèse, c'était ceux qu'on connaissait, les Baparapé et consorts, qui étaient au cœur des mouvements qui ont amené la chute avec le PCB à l'époque, qui a amené la chute du régime marxiste-léninisme. Mais ils n'étaient pas aux négociations. Et on leur a pris les fruits de leur labeur. Et quand vous allez voir en 76... ils ont refusé d'y participer. Ce n'est pas seulement en fait de refuser, c'est toute une stratégie. C'est plus complexe que de dire seulement qu'ils ont refusé. Parce qu'on leur a servi un plat qui n'était pas digeste. Et c'était à dessein. Mais ils n'ont pas été aussi subtils, peut-être par manque de maturité politique ou bien par naïveté politique, ils ont laissé le plat parce qu'il n'a pas été empoisonné. Tel que le plat était, ils ne pouvaient pas le consommer, c'était indigeste. Mais en n'ayant pas été assez subtil, on l'a arraché. Et vous verrez que même de 90 à aujourd'hui, tous les grands mouvements politiques ont été menés de maître par les jeunes. Mais in fine, ils n'en profitent pas. Je ne sais pas. Mais de 46 à 90, ils n'étaient seulement pas acteurs de premier plan dans les mouvements, mais ils étaient aussi acteurs de premier plan dans la gestion. Mais de 90 à aujourd'hui, ils sont acteurs de premier plan dans les mouvements, dans la dynamique des mouvements qui bougent, qui changent les régimes, mais ils ne sont pas acteurs des régimes. Bien au contraire, on prend un ou deux parmi eux comme au cœur qui servent de saupoudrage. Vous allez voir, en 96, il y avait beaucoup de mouvements de jeunes qui ont travaillé, et c'est à partir de 96 qu'on a commencé à voir certains jeunes. Là, Sakweto, les Christian Lainé, consorts. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris au moins un ou deux parmi eux, et le reste est parti. En 2001, c'était les Sakweto qui étaient devenus plus forts encore, moins jeunes encore. On a pris un ou deux parmi eux, on a laissé tout le reste. Et en 2006, qu'ils vous souviennent, c'est le mouvement touche pas à la Constitution, dirigé par des jeunes, Madougou et consorts, avec beaucoup de lobbies de jeunes qui ont fait tout ce qui a amené Boni Yayi au pouvoir. Parce que les anciens ne croyaient pas en lui. D'ailleurs, les forces politiques ne croyaient pas en lui. Ils ont travaillé, mais en définitive, qui sont ceux qui en sont qui sont accaparés du pouvoir? Ce n'est que les anciens qui sont accaparés du pouvoir. Par exemple, ils sont venus au second tour. Pour le soutenir au second tour, et ils ont partagé tous les portefeuilles. En 2016, pareil, c'est les ambassadeurs de Parti Talon, qui étaient les Osman Khomeki, avec beaucoup d'autres jeunes que nous connaissons. Les Smith Arangino et autres. C'est eux qui ont fait tout le boulot. Mais en définitive, combien parmi eux ont été récupérés par le régime? Ce n'est que Osman Khomeki. Mais il semble que les jeunes sont privilégiés il a recassé les autres à des postes inférieurs. Mais dans la macro, dans la macro gouvernance du pays, vous ne verrez que c'est les caciques du régime. Mais quand vous allez à l'Assemblée nationale, on voit le positionnement de beaucoup de jeunes. C'est pour ça que je vous parle qu'il y a une dynamique qui a changé, qui a commencé par changer à partir de 2021. Parce que en 2021, c'est pas une question des acteurs, c'est une question de la sociologie politique et de la dynamique interne au Bénin, qui fait qu'après 30 ans, il y a un bouleversement qui va au-delà des acteurs.
Les acteurs ne savent même pas que le globalement se fait. Mais ça s'impose en réalité à eux. C'est un système du pays. C'est lié à notre histoire, c'est lié à notre spiritualité qui fait qu'on rentre dans une dynamique. Vous allez voir qu'il y a plus de jeunes qui rentrent dans le à 2021. En 2021, on a laissé plus d'espace aux jeunes. C'est comme si on retourne aux années 1946 où les jeunes auront de plus en plus d'espace. Mais ce n'est pas aussi évident, c'est une guerre de génération. Si les jeunes ne prennent pas conscience que l'heure a sonné, qu'il faut en profiter au maximum, les vieux qui sont aux aguets chercheront encore les moyens pour étouffer la jeunesse. Mais de toute évidence, il faut quand même savoir que au Bénin, les jeunes sont toujours au cœur de la politique. Ça dépend de leur dynamique à s'imposer dans la gouvernance ou avec les ouvriers. Mais on a fait tout pour faire des ouvriers parce qu'on a créé une précarité extrême. Et donc les jeunes n'ont pas bénéficié en réalité des actions des gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors, et ils en ont bénéficié de 46 jusqu'à 90 parce que les Pierre Ocho étaient les têtes pensantes de la révolution. Ils étaient nombreux, les têtes pensantes de la révolution. C'était eux qui ont pensé à la révolution. Ils étaient jeunes. Ils avaient 30 ans, très jeunes. Et ils ont gouverné même. Mais c'est à partir de 90 que cette fracture entre la dynamique de changement et la dynamique de gouvernance a commencé par connaître une faille. De 90, ceux qui étaient à la conférence, qui étaient majoritairement les anciens, ont occupé l'espace et laissent très peu de place aux jeunes. Et au lieu que les jeunes aussi prennent conscience que c'est un challenge et que ce n'est pas une question de prébande ou bien de miettes à jeter à des affamés, des assoiffés, parce que c'est là où la stratégie a été trouvée. On jette des miettes à des assoiffés et des affamés qu'on a à dessein, assoiffés et affamés, et ils prennent ces miettes et les barons sont derrière pour s'accaparer de la grosse part, de la bonne chair, de la viande, et ils s'en régalent à dessein. Très bien. Quand nous faisons quand même une rétrospection par rapport à tout ce que vous venez de nous rappeler, docteur Delors Faton, en ce qui concerne ceux qui étaient quand même à l'avant-garde au niveau de ces périodes-là, on a, avant 1990, on voyait que c'était des jeunes, mais la constitution béninoise, aujourd'hui, ces personnes n'avaient pas 40 ans, mais aujourd'hui, il faut avoir 40 ans au moins pour prétendre diriger ce pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? C'est pour ça qu'il parle de 90. 90, c'est le verrou. Les gens ont fait exprès en mettant un verrou en bas. Mais si le verrou était maintenu en bas, on dirait que c'est un complot. Alors ils sont allés aussi en haut pour mettre le verrou. Et ceux qui étaient là, les magas, ont cru que c'est à eux qu'on fait du tort. Mais comme il n'y avait pas les jeunes majoritaires là qui pouvaient parler, et les jeunes qui devaient dire, mais écoutez, cette affaire de 40 ans ne répond à aucun norme, c'est une entorse à la Constitution, aux droits de l'homme. On a carrément exclu les jeunes qui peuvent aussi avoir des bonnes idées pour diriger ce pays. Parce que Macron n'a pas 40 ans. Commis Coutier. En tout cas, il n'avait pas 40 ans. Il n'avait pas 40 ans d'être président de la République. Commis Coutier avait 39 ans, mais on l'a exclu. Donc, on a dit peut-être que si cette constitution n'était pas là, peut-être que c'est le chef de l'État. C'est un complot qui a été bien orchestré. Orchestré par qui? Par les acteurs politiques de 90. Parce qu'ils savaient que derrière eux, il y avait une jeunesse qui montait. Et ils savaient que c'est eux qui ont fait le combat pour faire tomber le régime. Si on laissait l'espace, ils étaient plus nombreux. Et les gens croyaient plus en eux parce qu'on les connaissait. Eux qui quittaient l'extérieur, qu'on ne connaissait pas, savaient que s'ils laissaient l'espace aux jeunes, ils risquent de leur prendre le contrôle du pouvoir. Ils ont réussi. Et c'est ce qui est heureux. Vous savez, il ne faut pas se limiter aux entraves, aux obstacles. Il faut les dépasser. Aujourd'hui, c'est un challenge qui est encore lancé aux jeunes. S'ils nous empêchent de pouvoir avoir accès au pouvoir d'État à partir entre 30 et 40, faisons tout pour l'avoir entre 40 et 50. C'est un défi qu'on doit relever. Et je le lance à toute la génération, à ma génération. Nous devons prendre le pouvoir d'État. Apparemment, vous êtes prêts pour ça. Ce n'est pas que je suis prêt pour ça, c'est une question de génération. Notre génération a un défi. Si on nous a empêché de montrer nos valeurs, comme Macron l'a fait en France entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, nous devons relever ce défi. Et c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Contrairement à nos aînés hier, nous avons aujourd'hui accès à un monde globalisé, où on peut apprendre de partout. On a accès à la connaissance de partout dans le monde entier. On peut savoir ce qui passe partout dans le monde entier. Et nous voyons qu'il y a une dynamique de jeunes qui montent partout. Les Sonko sont dans la même tranche d'âge et ils font des merveilles au Sénégal et tout le monde en parle. Julius Malema en Afrique du Sud fait des merveilles. Et un peu partout, il y a une génération de jeunes qui montent. Obama était dans la tranche de 40, 50 quand il était président de la République des États-Unis. Ça veut dire que nous avons le défi
de prouver aussi que c'est pas parce qu'on a mis des barrières et qu'on nous a mis des entraves sur le plan économique. Le plan, c'est quoi? On a fait tout pour les jeunes qui ont entre 30 et 50 ans n'aient pas les ressources qu'il faut pour relever le défi politique. Parce qu'ils ont tout fait pour que la politique devienne une question de moyens et d'argent. Et on sait qu'on ne peut pas avoir l'argent entre 30 et 50 ans. Ce n'est que ceux qui sont de là qui peuvent avoir. Et ceux qui peuvent réussir, si on ne les aide pas, si un pouvoir ne les aide pas, un homme ne les aide pas, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'on fait des jeunes, cette tranche d'âge des indépendants. Vous comprenez, des gens clochardisés. Si vous serez entre cette tranche pour vous faire visible, vous devez vous soumettre à des systèmes, à des hommes. Est-ce que la jeunesse béninoise en réalité est prête pour pouvoir justement relever ce challenge, quand on sait que très souvent quand vous écoutez un peu les adultes, en fait, les plus en fait, je ne vais pas dire les plus jeunes, mais les vieux, je ne veux pas utiliser en fait le mot vieux, mais quand vous écoutez un peu ceux qui sont plus âgés, ils disent que non, la jeunesse a encore besoin d'expérience. Est-ce que la jeunesse béninoise est prête? Ne parlons pas de question d'expérience, ne parlons pas de question d'immaturité politique. C'est vrai, je reconnais qu'il y a beaucoup de jeunes parmi notre génération qui sont trop pressés et qui ne passent pas le temps qu'il faut pour se former, pour mûrir politiquement, humainement et intellectuellement. Il y en a, mais dans le même temps, il y a une frange énorme de jeunes qui se forment, qui se préparent et qui sont prêts, mais à qui on fait tout de ne pas donner les moyens financiers dont on a besoin pour faire la politique telle qu'ils l'ont instaurée. Ça veut dire que c'est pas la jeunesse qui manque, elle est prête. Elle est prête, mais on fait tout pour ne pas leur donner les ressources financières qu'il faut. Et c'est là où il faut faire il faut relever le défi. Ce n'est pas une question de ressources financières, c'est une question de leadership politique qu'il va avoir. Partout. Et demandez, aucun homme n'a pu se faire élire avec ses moyens financiers. C'est faux. C'est pas question de moyens financiers, c'est une question de leadership. Quand vous l'avez, les moyens financiers viennent pour vous accompagner. Et il est illusoire de faire croire à une jeunesse que tant qu'elle n'a pas les ressources financières, elle ne peut pas se lancer dans les grands challenges. Moi, je suis parmi ceux qui croient que si nous avons le leadership affirmé, avec des idées bien et une vision claire de ce que nous voulons faire, les moyens viendront pour nous accompagner. Elle est prête, mais il faut seulement qu'on la booste un peu. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut que nous nous boostons nous-mêmes pour pouvoir relever les défis qui sont les majeurs. Voilà, docteur Delors Faton, 63 ans après, si vous avez quelque chose à dire à la jeunesse béninoise, vous avez observé un peu partout comment cette jeunesse essaie de pouvoir se retrouver déjà dans les sphères politiques, comment cette jeunesse arrive à quand même se lancer dans un activisme politique, comment cette jeunesse arrive à se lancer donc dans un activisme politique et tout ça. Si vous avez vraiment un mot 63 ans après, que direz-vous à cette jeunesse? Je dirais simplement qu'il y a une opportunité devant nous et que cette opportunité a été réaffirmée par le président Patrice Talon, qui a commencé par lancer un signal très fort. Il nous dit que c'est possible que les jeunes fassent la politique si on leur donne l'espace. Il a créé l'espace. Je pense que c'est à nous de profiter de l'espace. Il a lancé un signal à nous jeunes pour dire que je vais vous voir plus au cœur de la politique. Je vais créer les conditions pour que vous puissiez avoir votre espace. Et si on ne profite pas de l'occasion, ce sera tard. Je demande seulement à cette jeunesse béninoise de croire que c'est possible. Tous les challenges, il n'y a aucun challenge qui soit impossible pour nous. Nous avons l'espace, nous avons le timing. Le temps est opportun et je pense qu'il faut commencer à rêver très grand. En tout cas, moi je rêve très grand et je pense que cette jeunesse doit rêver très grand. Pas de limite à nos rêves, pas de limite à nos ambitions, pas de limite à notre leadership. Dans un dynamisme de respectueux, patriotique et civique, je pense qu'on peut rêver et conquérir, réaliser tous les grands rêves pour ce pays. Et les rêves les plus grands, vous les connaissez. Pour la jeunesse, de quelle jeunesse parlez-vous? Est-ce que vous parlez de la jeunesse mouvancière? Il paraît que c'est plus facile pour eux autres, pour cette catégorie, ou bien vous parlez de la jeunesse de l'opposition? Il n'y a pas de mouvance ni d'opposition au Bénin, je l'ai dit partout, je le redis toujours. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition au Bénin, on n'a que des opportunistes par rapport à un système ou des complices d'un système ou autre. La politique, c'est des opportunités d'abord. Je parle des opportunistes. J'ai fait la politique de l'intérieur, je suis un acteur politique, mais je suis aussi un enseignant de la politique. C'est-à-dire que je suis un praticien et autant un théoricien de la politique.
au Bénin, il n'y a ni opposition ni mouvance. Et que la jeunesse arrête de croire qu'elle appartient à l'opposition ou bien qu'elle appartient à la mouvance. Elle a des défis à relever. Et les défis sont clairs. Le défi de l'éducation, une éducation bonne avec des compétences qu'il nous faut avoir. Un défi d'emploi, mais pas un emploi pour un emploi. Des emplois qui nous permettent de vivre bien et de profiter de la vie, de nous épanouir. Un défi aussi de développement de notre pays où on doit nous donner les moyens d'infrastructures socio-communautaires pour que nous puissions satisfaire nos besoins et à nous sentir aussi à l'aise d'être dans ce pays pour qu'on n'ait pas d'ambition à quitter ce pays. Mais le défi de positionnement politique. Ces défis n'ont pas de coloration politique, opposition, mouvement. C'est le défi d'une génération qu'il faut relever pour que demain, on peut dire à nos enfants, à nos frères, en notre temps, on a fait pour nous, à vous de faire pour vous. Mais si c'est une guerre de position de mouvance, ce sera perdu. Parce que cette guerre de position de mouvance, on l'a fait depuis 60. Elle n'a rien apporté en réalité. Elle n'a fait que détruire ce pays. Parce qu'au-delà de ce qu'on dit qui est opposition mouvance dans les démocraties modernes, ce qu'on ne dit pas souvent, les gens ont à cœur le sens élevé du patriotisme. Ou, au-delà de l'opposition qui est une guerre chez nous, c'est une opposition seulement structurelle et d'idéologie. J'aurais voulu voir les jeunes dans des questions d'opposition idéologique qui n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, qui est une opposition de partage du gâteau dans des systèmes mafieux et très très dangereux pour le développement de ce pays. Très bien. J'aurais bien voulu, docteur Delors Faton, puisque vous vous êtes adressé aux jeunes, que vous vous adressez également à ceux que vous appelez vieux. Je ne parlerai pas de vieux en quelque sorte, parce que moi je ne vois pas de vieux. Je vois des adultes, des gens plus expérimentés, qui ont le devoir de laisser un héritage et qui l'accompagnent la jeunesse quand ils voient des jeunes mieux formés, mieux engagés, disciplinés et convaincus de leurs ambitions, qui leur tendent les mains et leur ouvrent les boulevards, qui ne ferment pas les couloirs, parce que s'ils partent et qu'ils laissent le pays dans un désert, c'est dangereux pour eux. Nous avons l'ambition de devenir pour eux une relève de qualité, comme le disait l'autre. Nous avons l'ambition de leur faire honneur dans leur vieux âge. Parce que ça ne nous sert à rien de détruire nos aînés pour nous construire. En les détruisant, nos enfants aussi vont nous détruire derrière. C'est-à-dire que moi, je vois à travers ces personnes de certain âge, un partenariat qui doit faire tout pour nouer avec nous. Qu'ils soient attentifs à l'écho de nos voix, de nos ambitions, et que nous-mêmes nous soyons humbles pour pouvoir leur concéder la part qui est la leur, afin qu'ensemble, en puisant dans leur sagesse et savoir, nous puissions construire notre savoir et parfaire notre dynamisme pour développer ce pays ensemble. C'est une question d'union de toutes les couches sociales. Sans ça, on n'ira nulle part. Très bien. Merci beaucoup, Delors Faton. Je sais que nous prendrons énormément de temps pour aborder tous les contours liés donc à ce sujet, mais nous vous remercions puisque vous avez partagé avec nous au travers de ce plateau justement la vie de la jeunesse, l'appréciation de la jeunesse tout au long de ces 3 périodes que vous avez d'ailleurs délimitées pour le Bénin 63 ans après. Donc mesdames et messieurs, vous connaissez désormais la vie de la jeunesse, puisque nous recevions pour vous un jeune, docteur Delors Faton, qui nous a parlé et qui nous a justement exposé également les grands chantiers qui attendent la jeunesse béninoise. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin donc de ces échanges. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.